la maintenance sur cette étude, par exemple, c'est une étude qu'on retrouve partout, donc celle-ci, bah, voilà, ça résume tout ce dont, tout ce que pensent tous les grands noms de la parodontie et de l'implantologie. Dans les gros workshops, c'est acté, la maintenance périimplantaire limite les complications périimplantaires. Et on le voit donc sur ce schéma, tous les patients qui ont des mucosites, eh bien, ils vont obtenir une guérison, ils vont être guéris grâce à la maintenance. Les patients qui ne sont pas suivis en maintenance, on ne peut pas espérer la guérison d'une mucosite. Or, on sait, la mucosite, c'est l'équivalent d'une gingivite, c'est les prémices d'une périimplantite, et on voit que même quand on fait des maintenances, on a des périimplantites. Alors, imaginez sans contrôle professionnel régulier. Donc, il faut le voir, les chiffres parlent, et c'est ces chiffres qui peuvent impacter, je l'espère, quand on regarde ces dernières recommandations, ces dernières méta-analyses. Les patients avec parodontite ont 5 fois plus de risques de périimplantite. Et quand on regarde le point de vue de l'implant, eh bien, un implant dans une bouche où il y a une parodontite aura 3 fois plus de risques de développer une périimplantite. Moi, j'ai envie de vous dire que moi, à chaque fois, je suis très embêtée quand je vois mes patients euh, où je suis obligée d'extraire leurs dents, certaines dents, et je suis obligée de les informer, de leur dire, évidemment, l'implant est la meilleure des solutions, mais attention, vous perdez vos dents à cause de cette maladie parodontale, et cette même maladie parodontale peut vous faire perdre votre implant. Donc c'est cruel, mais je pense que l'information est doublement importante dans ce contexte, surtout quand on sait que la plupart des extractions, une grande partie des extractions sont souvent de cause parodontale. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à poser des implants dans des bouches où il y a des parodontites actives? Je pense que non. Je pense que ça vous sert à vous en tant que praticien pour le suivi de vos patients et limiter les complications qui prennent la tête à tout le monde, et évidemment pour le bien de vos patients, évidemment. Donc, informer le patient, je pense que c'est indispensable. C'est que comme ça qu'on arrive à mieux avancer je dirais, dans une équipe de confiance et dans des liens de confiance avec vos patients. Et il y a cette notion de profil implantaire qu'il va falloir mettre en place. On en parlera tout à l'heure. Comme on a, nous, en parodontie, des profils parodontaux, des profils à risque pour un peu cibler les patients et voir comment on peut les gérer sur le long terme. Et en effet, moi, ces 2 patientes, il y en a une à gauche qui a déjà des implants que je retrouve dans mon cabinet avec une parodontite active, un contrôle de plaque vraiment déficient. Moi, c'est une situation qui me fait très peur. On n'a pas encore de périimplantite, pardon, mais elle est jeune, elle a 50 ans, elle a encore pas mal d'années devant elle, et ses implants vont rester dans cette situation pendant combien de temps? À droite, on a une parodontite active, agressive. C'est une patiente très jeune qui a 30 ans, et vous voyez qu'elle est cliente pour des implants dans son secteur 4. Eh bien, pour moi, il est évident d'assainir ce parodonte. C'est une phase indispensable et qui permet justement la pose d'implants dans un environnement beaucoup plus sain et serein. Et pour moi, c'est une évidence, et j'espère que les chiffres que je vous ai donnés vous obligeront, entre guillemets, enfin, vous obligeront en tout cas à proposer les traitements des parodontites de vos patients. Donc, pour résumer, en amont, avant la pose d'un implant, quand vous êtes en présence d'un patient qui présente une maladie parodontale active ou qui vient d'être stabilisé, il faut toujours garantir cette hygiène bucco-dentaire optimale, stabiliser donc cette maladie parodontale. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais encore trop d'implants sont posés dans des bouches qui ne sont pas assainis, accompagner, donc voilà, je le dis quand même parce que c'est indispensable, accompagner le patient vers un sevrage tabagique, c'est notre rôle. Et on va peut-être aussi rentrer dans une stratégie de limiter le nombre d'implants. Quand on voit qu'un patient va cumuler beaucoup de facteurs de risque, l'objectif, c'est quand même de ne pas lui mettre 12 implants dans la bouche, de plutôt lui limiter le nombre d'implants pour limiter forcément la probabilité de complications. Et évidemment, c'est le sujet d'aujourd'hui, instaurer un programme de maintenance personnalisé. Cette patiente qui cumule beaucoup de facteurs de risque, elle a une maladie parodontale active, sévère, vous allez voir sur son bilan radiographique, et évidemment qui fume beaucoup et qui me le dit cash, elle ne
s'arrêtera pas, ou en tout cas, pas complètement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bon, bah, restez comme ça. Alors, évidemment, elle n'a pas une demande esthétique très accrue, on peut le constater, mais néanmoins, là, elle a une réelle demande. Elle veut changer de bouche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, évidemment, il va falloir assainir, il va falloir éliminer les foyers infectieux et surtout réfléchir à comment on réhabilite. Moi, je m'en fiche d'avoir des sets. L'idée, c'est, on le voit très bien, ça marche très bien de maintenir des arcades courtes. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, on réfléchit. Alors, pour ma part, moi, avec le clinipraticien, le dentiste référent, l'implantologue, et là, on décide finalement de maintenir le plus possible. Vous n'allez pas évidemment dire ce que je n'ai pas dit. Les dents, c'est ce qu'il y a de mieux, mais il va falloir quand même réfléchir à certaines stratégies, notamment pour le remplacement de la 26, où on voit une 25 qui quand même a un pronostic très réservé, elle est très mobile, elle a des poches résiduelles, et c'est surtout que quand on imagine poser un implant à côté de cette dent, on anticipe tout de suite l'architecture, la structure prothétique qui va se mettre au-dessus, et aussi l'environnement muqueux. Et on se rend bien compte qu'il y aura un accès au brossage beaucoup plus difficile et un risque de contamination bactérienne via la 25. Donc, je décide de sacrifier cette 25 et de remplacer donc la 25 et la 15 par des implants comme pour des molaires, et on reste en arcade courte avec des contacts et un équilibre masticatoire qui sont tout à fait satisfaisants. Alors malheureusement, du fait du confinement, j'ai pas pu récupérer les dernières radios du secteur antérieur, mais bien évidemment, on a fini par le secteur antérieur, où là, on se retrouve avec une bouche, rappelez-vous la bouche initiale, eh bien, ça change les gens. Cette patiente, elle brosse beaucoup mieux, elle est investie dans son traitement, elle veut suivre ses maintenances et elle est satisfaite évidemment du résultat. Et cette patiente, je la vois tous les 3 mois. Elle n'a toujours pas arrêté de fumer, elle a diminué. Mais en tout cas, on crée, si vous voulez, un certain lien de confiance et surtout un investissement. Le patient devient acteur de son traitement. Voilà, donc ça, c'est un peu le général, hein. L'hygiène, la parodontie, qui sont pour moi des sujets évidemment très importants. En ce qui concerne les facteurs locaux, vous allez voir, on tourne un peu autour du même sujet, qui est l'accessibilité au brossage. C'est le nerf de la guerre, on ne va pas se mentir. Donc, tout ce qui va être relatif à l'accès au brossage va jouer un rôle prépondérant. Et je pense notamment à l'environnement muqueux, où là, on peut faire plein de choses avant la pose d'un implant. La position de l'implant, je pense que les implantologues ne me diront pas le contraire, et aussi ce design prothétique. Je pense qu'il y a beaucoup d'omnipraticiens qui m'écoutent aujourd'hui. Pensez à vos designs prothétiques. Faire une couronne, c'est bien, mais encore faut-il l'entretenir et faciliter le travail aux patients, et même le vôtre, parce que pendant les maintenances, il est toujours très utile de pouvoir accéder au nettoyage. Attendez, excusez-moi, j'essaye juste d'accéder à la truc converser. Non, je n'y arrive pas. Donc, je ne me parlez pas sur la fenêtre converser, je ne peux pas les lire. Alors, donc on continue. Et effectivement, les implantologues pendant des années, alors quand je dis implantologues, en tout cas ceux qui posaient des implants, ne pensez pas forcément à tissu mou. C'était l'os, il fallait de l'os, il fallait de l'os. Évidemment, ça se comprend, c'est naturel, mais heureusement, au fur et à mesure, dans les études, dans les méta-analyses, on a de plus en plus entendu parler donc de l'environnement muqueux, de ces tissus mous qui créent finalement un environnement favorable. Et comme vous le montre cette dernière méta-analyse de 2018, il y a un réel impact avoir du tissu kératinisé autour de l'implant a un impact sur l'inflammation, sur les indices de saignement, sur forcément le niveau osseux et sa destruction. Donc maintenant, c'est clair, on ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas, l'environnement muqueux a un réel impact sur le tissu osseux sous-jacent et la pérennité de l'implant. Donc, aujourd'hui, on peut le dire, l'absence de tissu kératiné, comme autour des dents d'ailleurs, on le voit, on le sait depuis des années, quand il n'y a pas de gencives kératinisées autour des dents, forcément le patient brosse moins bien, il y a plus de plaques, il y a plus d'inflammation et plus de récession. Donc
tout ce qu'on sait des dents, eh bien, il faut absolument l'appliquer pour les implants. Donc aujourd'hui, une absence de tissu kératinisé est pour moi, on garde un point d'interrogation parce que c'est pas encore très acté, mais en tout cas, moi je vous le dis, l'absence de tissu kératinisé est un facteur de risque pour les périimplantites. Il faut rajouter du tissu, renforcer les tissus pour justement parer à toutes ces agressions bactériennes. Et c'est pour ça que dans ce style de situation qu'on a tous les jours, enfin, des molaires qui n'ont pas de tissu kératinisé, c'est tout, c'est presque la normale. Donc, on ne va pas poser un implant dans ces zones où la joue s'insère quasiment au sommet de la crête. On sait très bien que quand l'implant et la prothèse seront posés, le patient ne pourra pas brosser convenablement. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations? Eh bien, on va réaliser des greffes de renfort, des greffes gingivales libres, de renfort, de substitution, pardon, pour simplement recréer un environnement beaucoup plus adapté à un brossage et qui va faciliter aussi la pose de l'implant. Alors là, en l'occurrence, il y a un sinus lift à faire avant, mais c'est quelque chose de primordial et on se sent quand même beaucoup plus à l'aise, l'implantologue sera plus à l'aise et c'est surtout qu'à terme, il y aura beaucoup moins d'inflammation et de stress par rapport à une complication périimplantaire. Donc, ce qui est important à se dire, c'est que c'est plus facile et plus efficace de le faire avant la pose de l'implant. On va le voir aussi pour tout ce qui est épaississement, tout ce qui est fait après la pose d'un implant, quand la couronne est posée, quand on ne peut pas la déposer, c'est toujours délicat, eh bien, on n'aura pas les résultats escomptés, alors qu'avant un implant, techniquement, tout est plus facile, tout est plus prévisible et tout est plus facilité dans la mise en œuvre. Parce qu'on parle de quantité, mais il faut aussi parler d'épaisseur, de qualité du tissu. Parce que c'est comme encore une fois autour des dents, je me répète, mais la qualité du tissu va jouer aussi un rôle primordial. On le voit dans cette étude. Un biotype épais va être forcément plus résistant qu'un biotype fin, surtout quand il n'y a pas de maintenance. En termes de perte d'attache, un biotype épais va être beaucoup plus résistant. Et ce que montre aussi cette étude, et on y reviendra tout à l'heure, c'était flagrant de voir que eh bien, le sondage peut être difficile, voire très biaisé autour de certaines prothèses. Donc, on revient toujours à l'anatomie, à la structure prothétique. Et ce sondage, il est quand même primordial. Et c'est là où la notion de prothèse est importante. Donc, biotype, il en faut, il faut du tissu et il faut un biotype épais. Donc pour ça, on va épaissir, on va rajouter des tissus conjonctifs. Donc par exemple, à gauche, dans cette situation où là, on va poser l'implant, eh bien, c'est très facile, on prélève. Alors après, vous allez me dire, oui, mais il y a le prélèvement, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut stresser certaines personnes. Maintenant, on voit beaucoup d'équipes italiennes, etc., prélèvent des tissus, des greffons épithélio-conjonctifs qui sont techniquement faciles à exécuter, qu'on désépithélise après. C'est des choses qui sont vraiment à la portée de tous, voire des prélèvements tubérositaires comme celui-ci, qui sont faciles à prélever quand c'est possible. Et vous voyez que vous allez voir que juste avec un point de suture, bah, vous allez épaissir votre tissu et faire en sorte qu'il soit plus stable dans le temps. Toutes les études montrent aujourd'hui qu'il faut minimum 3 mm en quantité et 3 mm en épaisseur pour avoir une pérennité des tissus mous à long terme et une pérennité osseuse. Je dis bien aussi osseuse au niveau des stades biologiques. Donc, moi, personnellement, je ne connais personne avec 3 mm de gencive d'épaisseur. Donc, à chaque étape de votre réhabilitation implantaire au niveau de la chirurgie, que ce soit lors de la pose d'un implant, donc avant on l'a vu avec les GGL, que ce soit pendant la pose d'un implant, que ce soit pendant le deuxième temps chirurgical, pendant la pose du pilier de cicatrisation, il est toujours bienvenu de réaliser une petite greffe de tissu conjonctif. Parce qu'on le voit à droite, c'est une situation où là, la patiente, alors, il n'y a pas de périimplantite, il n'y a pas de complications biologiques, il y a une complication esthétique, alors c'est moins important peut-être, mais c'est tout aussi important pour la patiente qui est très gênée par cette visibilité métallique de l'implant. Et là, vous allez voir que la situation est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. On va faire un tunnel et une enveloppe pour glisser notre tissu conjonctif sans déposer la couronne. Tout de suite, techniquement, c'est plus compliqué et on se retrouve avec des résultats
qui sont moins prévisibles et moins stables dans le temps. Et donc, on est moins satisfait. On est moins satisfait. Alors, la patiente, elle est satisfaite. Vous voyez le résultat à 1 an. Mais je vous assure qu'avec les concavités, l'architecture osseuse qu'on peut avoir suite à la pose d'un implant, et là, on imaginait bien qu'il n'y avait pas du tout de cortical le long de l'implant, vu ce qu'on voyait, techniquement, c'était compliqué. Donc, c'est toujours mieux, vous voyez, de le faire avant, comme à gauche, où là, on a un profil d'émergence tout à fait satisfaisant et la possibilité pour la patiente de brosser très convenablement. Et techniquement, encore une fois, j'insiste vraiment réellement là-dessus, c'est quelque chose de très facile. Après, on pourrait parler des prélèvements si vous voulez une autre fois, mais vraiment pensez-y et même pour le patient, c'est très peu morbide. Un prélèvement de tissu conjonctif, c'est très peu douloureux. Après, on pourra discuter de la facturation si vous voulez, mais c'est souvent ça qui gêne. Mais c'est vrai qu'en amont, en amont, en amont, toujours mieux. La position de l'implant, bon, bah, je vais y aller rapidement. On sait tous bien qu'un implant se positionne en fonction, premièrement, d'un projet prothétique, ça c'est clair, et de mettre tout en œuvre pour poser un implant entre 4 murs osseux. Et effectivement, cette absence de parois osseuses va forcément avoir un impact sur la pérennité des tissus mous et vice-versa. Donc, c'est une évidence que la position de l'implant va avoir un impact sur les complications périimplantaires et la fragilité des tissus environnants. On voit chez cette patiente que je suis en maintenance tous les 3 mois, car vous vous en doutez, il y a certes des implants qui sont indemnes de complications biologiques, mais qui ne sont pas indemnes de complications esthétiques. Évidemment, il y en a d'autres qui ont des périimplantites, et je trouve ça dommage de pas, parce que là aujourd'hui, je ne peux rien lui proposer à cette patiente, rien ne marchera, et pour autant, elle a ces difficultés à maintenir ses implants. Pourquoi ne pas avoir renforcé en amont? On voit que ce biotype est fin, la position des implants est telle que c'était sûr que les tissus mous n'allaient pas rester pérennes, rester stables. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, j'aimerais que chacun se dise, je ne veux plus ça, je ne veux plus ces résultats, et se dire surtout que c'est des choses que vous pouvez gérer facilement et anticiper et éviter ce genre de désordre, parce qu'on est vraiment mal à l'aise face à ces situations où on n'a pas de réponse. Moi encore, ça va, c'est pas moi qui pose des implants, donc on va dire que je suis sereine dans ce que je peux dire et faire, mais voilà, vous qui faites les prothèses, vous qui posez les implants, c'est toujours délicat de se retrouver 1 an, 2 ans après dans ces situations et ne pas pouvoir expliquer à la patiente réellement ce qui se passe. La position de l'implant, encore et toujours, va influencer forcément le brossage et le design prothétique. Et une dernière étude là, de 2019 a montré qu'une prothèse mal adaptée augmentait de 6 fois le risque de périimplantite. Alors, c'est quoi une prothèse mal adaptée? Alors, évidemment, il y a les prothèses vraiment mal adaptées, où il y a du surcontour, où on voit que la connectique n'est pas bonne. Mais il y a tout simplement, par exemple, la limite prothétique qui va être sous gingivale. On ne l'accepte pas pour les dents, ou en tout cas, on sait que ça ne va pas tenir dans le temps. Pour les implants, c'est exactement la même chose. Donc, voilà, il y a plein de facteurs qu'on peut gérer avant, mais il y a aussi le après, et réfléchir à son design prothétique est aussi très important. Il faut aider le patient à brosser. Là, j'ai de la chance. On a des situations de mucosite qui ne progressent pas en périimplantite. Donc, ouf, je souffle, mais on imagine bien que ce style de prothèse ne va pas lui faciliter la tâche. On est dans des réservoirs bactériens qui vont créer cette inflammation. Et ça, c'est des designs prothétiques qu'il faut proscrire. Alors, évidemment, ce design est tributaire de la position de l'implant. En bas à gauche, bon, bah, l'implant médial, c'est sûr qu'on aurait bien aimé qu'il soit un peu plus médial. Ça aurait évité ce surcontour, ce porte-à-faux très important. Voilà, donc quand on pose un implant, alors encore une fois, des fois quand on ne pose pas l'implant mais qu'on pose que la prothèse, bon, c'est voilà, tout le monde, c'est un peu le cercle vicieux et on peut se jeter la faute les uns les autres. Mais en tout cas, toujours le maître mot, c'est de poser un implant avec un projet prothétique, et là, vous savez que vous allez aller dans le bon sens.
Pareil pour cette limite sous-gingivale. Donc, encore une fois, j'ai de la chance, j'ai des tissus épais, j'ai des patients qui arrivent à bien brosser et que je suis régulièrement en maintenance. Donc, on arrive à stabiliser ces situations inflammatoires. Elles sont inflammatoires, mais elles ne dévient pas en périimplantite. Mais c'est malheureux, je dirais, puisque maintenant, on a de plus en plus de possibilités d'avoir des étages transmuqueux beaucoup plus adaptés, avec les piliers qui vont être beaucoup plus hauts. On va avoir des piliers qui vont être beaucoup plus concaves, beaucoup plus fins, qui vont favoriser la force, la résistance de la tâche, la pérennité des tissus. Donc, à privilégier toujours, toujours, toujours j'ai abutment dans la tête, mais ces piliers et ces étages transmuqueux beaucoup plus hauts qui vont faire en sorte que la limite prothétique va être supragingivale. Je pense que tout ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous anticipiez. Il faut tout simplement, pour la même raison, c'est la notion bactérienne et cette inflammation qui joue un rôle donc prédominant dans l'apparition des périimplantites. Alors, des fois, on n'a pas le choix. On est obligé de pallier à des défauts esthétiques avec une demande forte des patients. Donc, c'est vrai, j'ai envie de dire, heureusement, on a ce genre d'outils, ces fausses gencives qui peuvent parer assez problématiques. Après, quand on le fait, il faut assumer. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le patient puisse aller brosser et puis favoriser aussi ce genre de suprastructure chez des patients qui ont la capacité à bien brosser. Parce qu'après, il y a des gens qui veulent, mais qui n'y arrivent pas. Donc, c'est vrai que toujours penser à cette accessibilité du brossage, et c'est le job du praticien et c'est le job de la maintenance pour justement favoriser cette hygiène. Donc, les faux gencives, vous allez vous en douter, je ne suis pas forcément pour. Après, je sais que parfois, ça nous arrange bien et ça nous aide bien, mais toujours penser accessibilité au brossage. Donc, les recommandations cliniques, encore une fois, j'ai parfois l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est toujours bien de le rappeler. Optimiser le positionnement de l'implant. L'implant se base sur un projet prothétique et on met l'os qu'il faut pour répondre à ce projet prothétique. Ensuite, poser des implants dans des environnements muqueux tels qu'une hauteur et une épaisseur de 3 mm. Pensez à ça. Personne n'a une gencive épaisse de 3 mm. Donc, toujours renforcer les tissus, rajouter des tissus conjonctifs. Si ce n'est pas vous qui faites la prothèse et si ce n'est pas vous qui posez l'implant, et ben, posez votre conjonctif avant de poser la prothèse. Vous l'incluez dans votre plan de traitement. Voilà, c'est des choses que vous pouvez faire en amont et toujours avoir en tête de faciliter l'accès au brossage aux limites prothétiques. Vous le faites pour les dents, faites-le pour les implants. Alors, on vient dans le vif du sujet, le protocole de maintenance. Alors, ce protocole, c'est ça que je voulais vous mettre le code que j'utilise. Moi, mes protocoles des maintenances, forcément, je n'ai que des patients qui sont en maintenance puisqu'ils ont des maladies parodontales à la base, donc ils sont déjà en maintenance. Donc, c'est très facile de les faire rentrer dedans. Ils sont prévenus. Et puis moi, en paro, c'est sûr que je fais ça tous les jours. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'intégrer de la maintenance dans leur pratique quotidienne, sachez que c'est quand même à honoraire libre. Donc, vous pouvez voilà, être payé pour ça, comme il le faut. Donc, ce n'est pas un geste qui doit être pris à la légère. Hein. On peut le faire et on peut être rémunérateur pour ça. En général, ce sont des séances qui durent entre 30 et 45 minutes. Et alors, bon, je ne vais rien vous cacher. Moi, ma séance de maintenance, c'est à 150 € donc pour 45 minutes. Donc, ça peut être des actes qui peuvent être rémunérateurs. Après, bon, on ne peut pas forcément faire les mêmes tarifs pour tous, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire rentrer facilement dans votre pratique. Donc, l'idée, c'est que vraiment, il y a une même prise en charge que les maladies parodontales. Le patient que vous voyez pour sa maladie parodontale tous les 6 mois, bah, vous le verrez aussi tous les 6 mois pour gérer son implant. La maintenance implantaire, on le sait, elle augmente le taux de survie. C'est que comme ça que vous allez augmenter le taux de survie de vos implants et les faire tenir dans le temps. Et on va le voir, cette maintenance, elle est à personnaliser en fonction du profil du patient et je pense que c'est ça le plus important. Donc, une séance de maintenance, ça commence par une petite discussion. Donc, pour ceux qui en font régulièrement, ils le savent. Hein. Alors, on va passer, c'est des patients qu'on connaît depuis des années, qu'on connaît depuis longtemps. Donc, il y a un lien, ce lien de confiance dont je parlais. Je pense que c'est ça aussi qui est important et c'est ça qui fait que les patients reviennent. Vous verrez, il y a ce lien de confiance et
on va dire, cette affinité qu'on a ensemble, qui va être important, qui va être motivant. Mais après avoir parlé des vacances, des petits-enfants, du divorce et voilà, du boulot, on va aussi lui demander évidemment une mise à jour au niveau du dossier médical, puisque dans la vie d'un patient, il peut se passer plein de choses évidemment, une polyarthrite rhumatoïde, un diabète qui se déséquilibre, voilà, plein de pathologies qui peuvent avoir un impact sur ces complications périimplantaires. La réévaluation des symptômes, je le dis beaucoup pour la parodontite, mais parce que les patients savent s'autogérer, ils reconnaissent les symptômes, ils savent. Après, c'est vrai que pour les implants, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus sournois, beaucoup plus vicieux. Ça peut passer inaperçu pour les patients, d'où l'intérêt, encore une fois, de la maintenance. Et évidemment, réévaluer les facteurs de risque, tabac, diabète, etc. Bon. Ensuite, il va falloir donc assurer ce contrôle de plaque. Donc, c'est à nous de leur donner les clés. Eux, ils ne savent pas, ils vont à la pharmacie, il y a 20 sortes de brossettes, 20 tailles différentes. Donc, c'est à nous de prendre le temps. Ce temps, pour moi, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement sur le long terme. C'est chiant, on ne va pas se mentir. Expliquer aux patients toute la journée les brossettes, le fil, ça peut être pesant, mais c'est un investissement sur le long terme. Et aujourd'hui, les laboratoires nous aident quand même grandement parce qu'ils innovent avec des outils, du matériel très performant et facile d'utilisation. Comme ces fils, franchement, appelez Sunstar ou TP, ils vous enverront des échantillons. C'est très pratique. Et même pendant ma maintenance, je le fais. Parce que, bon, on va pas se mentir, les patients qui font ça tous les jours, ils sont rares. Et c'est à nous aussi de le faire pendant la maintenance. Et c'est notre rôle de rabâcher. La maintenance, c'est un coaching personnalisé. Moi, je le vois comme ça. Les gens doivent être coachés et on est là pour ça. Pareil, il y a les fils, mais il y a les brossettes, évidemment. Bon, je ne vais pas m'éterniser, tout le monde connaît ça, tout le monde a l'habitude, évidemment, de gérer ça avec leurs patients. Mais encore une fois, il y a 36 000 modèles de brossettes, des marques, des tailles, et c'est à nous de trouver la bonne marque et surtout de faciliter le travail du patient. Alors, l'examen clinique, eh bien, qu'est-ce qu'on va regarder lors d'une maintenance? Évidemment, on va regarder l'état inflammatoire, la qualité donc, des tissus, la quantité. On va essayer de repérer les récessions, l'évolution des tissus mous, l'évaluation des mobilités. Alors, heureusement pour nous, les désostéo-intégrations ne sont pas très fréquentes, mais les maintenances servent, et moi, c'est très, très fréquent parce que pour le coup, moi, ils voient beaucoup moins leur dentiste que moi, mais du coup, on repère très très fréquemment des décellements, des dévissages de couronne, et ça, la maintenance, elle est hyper importante pour ça. Vous voyez vos patients tous les 4 à 6 mois, et bien laisser une prothèse dévissée pendant 6 mois, ça peut créer de gros dégâts d'un point de vue osseux. Et en plus de ça, l'absence de ligament dont on parlait tout à l'heure, ce ligament desmodontal, va impliquer des complications mécaniques beaucoup plus fréquentes sur les implants. Il n'y a plus cet amortisseur qu'on peut avoir autour des dents. Donc, il y a quand même plus de complications à attendre au niveau mécanique sur les implants. Donc, c'est très important de toujours réévaluer, de toujours faire un examen occlusofonctionnel, évaluer donc la stabilité des prothèses. Je suis désolée, je vois que tout le monde me dit des choses sur converser, on verra plus tard, mais impossible pour moi d'y répondre, je suis vraiment navrée. Alors, le sondage implantaire. Évidemment, la maintenance, qui dit maintenance, dit sondage. Il n'y a pas un plateau de maintenance sans sonde, c'est impossible. C'est un examen essentiel dans le diagnostic, on l'a vu dans la définition de la périimplantite, ça passe par un sondage et un saignement au sondage. Alors, ce saignement au sondage, c'est très important. Ça paraît tout bête, mais ce sondage, il est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il va y avoir des mauvaises interprétations de ces sondages, car toujours pareil, c'est purement anatomique. L'anatomie des tissus périimplantaires font qu'il va y avoir une plus faible résistance, donc on va avoir des sondages surestimés. Et aussi, vous le voyez en bas à gauche, on a un épithélium qui est beaucoup plus long, beaucoup plus important, et donc en sondant, il n'est pas rare de léser l'épithélium et donc d'obtenir un saignement. Donc attention aux faux positifs, aux faux négatifs. Ce n'est pas parce que ça saigne que forcément il y a une mucosite ou une périimplantite. Il va falloir
voire plusieurs critères, plusieurs paramètres cliniques. Et en plus de ça, la prothèse, je le redis encore, peut souvent biaiser et on retrouve dans des études de grosses différences de sondage avec des prothèses bien particulières. Donc, ce sondage, évidemment, vous êtes obligé de le faire, c'est inévitable. Par contre, attention, c'est pas parce qu'on sonde, on a un saignement et on a une poche à 6 mm qu'on a une périimplantite. C'est une périimplantite, ça se diagnostique avec une combinaison de plusieurs critères. Et attention donc aux faux positifs et aux faux négatifs. Le sondage, il s'interprète différemment qu'autour des dents. L'instrumentation. Alors, on doit s'équiper. Quand on fait de la maintenance implantaire, on doit s'équiper. On sait que nos inserts ultrasoniques en acier peuvent faire des dégâts sur les surfaces implantaires. Donc, encore une fois, les laboratoires innovent sur des nouvelles instrumentations. Alors, quand on parle des curettes, il y a deux sortes de curettes. Les curettes en haut à gauche en carbone ou les curettes en titane. Pour ma part, j'utilise surtout celles en titane. Celles en carbone, je ne les aime pas du tout parce que tout simplement, elles sont déjà très fragiles, ça se casse très facilement. Donc, en termes d'investissement, ça peut coûter cher. Mais c'est surtout qu'elles sont peu efficaces. D'ailleurs, l'étude que vous avez en bas l'a démontré parce qu'elles sont très grosses et elles sont difficiles à utiliser, à faire glisser sous la gencive, surtout encore et toujours s'il y a une prothèse qui est vraiment pas adaptée en surcontour. Donc, plutôt préférer les curettes en titane qui, elles, vont être beaucoup plus fines. Donc, ça, celles que vous avez ici, c'est des curettes YouFreddy, il me semble. Et à droite, mais bon, je pense que beaucoup de labos en font. À droite, vous avez tout ce qui est insert ultrasonique ultrasonore. Vous avez donc celles qui ont des inserts à usage unique en caoutchouc. Donc là, il y a Caveau en haut et Mectron en bas. Et vous avez à droite en haut Actéon, où là, c'est des inserts en carbone. Alors, c'est vrai que les inserts en carbone, moi, je trouve qu'ils sont assez fragiles. Donc, pareil, en termes de consommation, ça peut aller vite. Néanmoins, ils sont quand même très efficaces justement en accès chirurgical pour le nettoyage. Donc, ces inserts vont nous permettre de nettoyer sans abîmer la surface implantaire et de manière sereine et assez indolore, je dirais. Ils sont assez doux. Alors, la question qu'on se pose, c'est voilà, on est en maintenance, on tombe sur une mucosite, donc pas de panique. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous allez voir qu'il y a ce grand workshop de 2015. Vous avez peut-être remarqué, il y a beaucoup cette bibliographie parce que vraiment, c'est un workshop qui étudiait vraiment l'acte professionnel, le nettoyage professionnel par rapport aux mucosites et aux périimplantites. Donc là, ils ont essayé d'évaluer si d'autres mesures d'appoint autres que en plus du traitement conventionnel, c'est-à-dire curette avec ultrasons, peuvent aider donc à traiter des mucosites. Donc, ils ont comparé les antiseptiques locaux, les antibiotiques locaux ou systémiques et ces fameux aéropolisseurs avec poudre de glycine. Eh bien, il s'est avéré qu'il n'y a pas de différence significative par rapport au traitement conventionnel, c'est-à-dire curette et US. Et ce qui est très important de rappeler, c'est qu'en présence d'une mucosite, qui est une réaction inflammatoire et non pas infectieuse, l'antibiotique n'a pas d'indication pour le traitement d'une mucosite. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez des curettes, si vous avez des ultrasons, vous pouvez traiter des mucosites. Évidemment, on a envie de prescrire j'allais faire la bourde, mais des antiseptiques, des bains de bouche, pardon, pendant une petite semaine après la séance pour aider à juguler l'inflammation. Mais en termes de paramètres cliniques, vous n'aurez pas de différence significative en termes de saignement et de poche. Ensuite, en ce qui concerne le traitement non chirurgical des périimplantites, vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de ça? Eh bien, parce qu'en fait, ce traitement non chirurgical des périimplantites, il faut le faire. Vous êtes en maintenance, vous interceptez une périimplantite, vous ne dites pas, bon, bah, au revoir monsieur, on se revoit pour la chirurgie. Non, l'acte non chirurgical est indispensable, comme pour les parodontites, avant de faire une chirurgie d'accès chirurgical.
une chirurgie d'accès, eh bien, il faut faire un traitement non chirurgical. L'acte non chirurgical est très important pour diminuer déjà la réaction inflammatoire et elle est essentielle. Alors maintenant, comment faire? Est-ce qu'on garde encore que curette ou ultrason ou est-ce qu'on peut céder des aéropolisseurs avec poudre de glycine, des antibiotiques? Là, pour le coup, il peut y avoir une indication vu qu'on est dans une réaction infectieuse. On a aussi toutes ces dernières innovations, les lasers, la photothérapie dynamique. Il y a même maintenant des nettoyages électrolytiques. J'en parle pas là parce que c'est plutôt indiqué pendant les chirurgies pour traiter des périimplantites. Ces nettoyages électrolytiques, c'est tout simplement émettre un courant et ça permet de bien nettoyer cette surface périimplantaire. Parce que le nerf de la guerre, c'est ça dans le traitement des périimplantites. C'est vraiment notre souci, c'est cette désinfection de la surface implantaire qui est très compliquée. C'est là où le bas blesse, c'est qu'on n'a pas, voilà, on essaye d'avoir tous les outils qu'on veut, mais je pense que le côté 100% sûr d'avoir tout bien nettoyé, bah, il est impossible à obtenir. Mais pour autant, on a ces outils qui peuvent nous aider. Alors, qu'est-ce que ça dit en termes de résultats? Eh bien, pas trop de suspense. Évidemment que tout ça, le traitement non chirurgical, va nous aider, va réduire les signes cliniques pour les périimplantites débutantes qu'on va très rapidement intercepter. Donc ça, c'est génial et c'est pour ça que là maintenant, c'est top. Par contre, on ne va pas se mentir, il y a pas, voilà, malheureusement, il n'y a pas de miracle pour aujourd'hui. La majorité des périimplantites nécessitent un traitement chirurgical, donc il ne va pas y avoir de résolution complète avec un traitement non chirurgical, c'est clair. Néanmoins, il est toujours bien de le faire en amont. Et toutes ces techniques laser, photothérapie dynamique ont quand même un fort potentiel antibactérien, bactéricide, et ils aident quand même pas mal à décontaminer. Alors, la fréquence de ces maintenances, eh bien, c'est bête, hein, mais on va se baser sur les données parodontales, évidemment. Aujourd'hui, dans toutes les études, la moyenne, c'est semestriel, donc tous les 6 mois. Mais bien évidemment, on va s'appuyer, j'ai envie de dire encore et surtout, en fonction du profil du patient. Je ne vais pas vous dire tous vos patients avec des implants, vous les voyez tous les 6 mois. Ce n'est pas possible parce qu'encore une fois, chaque patient est unique et donc il faut adapter notre pratique à ça. Alors, il y a des études qui quand même ont essayé de donner un petit protocole, d'établir un petit protocole par rapport à la suprastructure prothétique. Donc vous voyez, et ça semble évident que plus la suprastructure va être complexe, plus il va falloir voir le patient. Donc déjà, ça peut nous donner un petit aperçu. Mais quid donc de ce profil implantaire dont je vous parlais, qu'on peut mettre donc en parallèle au profil parodontal. Donc, c'est cet outil qu'on a depuis nous très longtemps en parodontologie, que vous connaissez peut-être, que je vous incite vivement à aller voir parce que c'est gratuit, déjà d'une part, et puis c'est très didactique, très pédagogique, ludique, et même pour le patient en termes de communication, c'est très pratique. Donc, vous allez sur periodtools.com. C'est l'université de Berne donc, qui a instauré ça. Donc, ça relevait en fait des études et des réflexions qu'avaient certains auteurs, certains parodontistes, pour évaluer un peu le profil parodontal et le risque d'évolution de la maladie parodontale par rapport aux facteurs de risque du patient. Et donc là, ce logiciel va mettre en œuvre, donc vous voyez là, j'ai rentré des paramètres, le nombre de dents, le nombre de poches, les saignements, l'alvéolyse qu'on constate à un temps zéro. Donc ça, ce qui est très intéressant, c'est de le faire le premier jour et de le refaire un an après, par exemple. Et là, vous voyez qu'en fonction de s'il a beaucoup de poches, s'il a beaucoup de saignements, s'il a des maladies systémiques, s'il est fumeur, un peu, beaucoup, moyen, cette rosace là que vous avez, ce polygone que vous avez, eh bien, va s'élargir ou va se rétrécir, il va devenir vert, il va devenir rouge. Et ça, c'est très didactique pour le patient. Et pour nous, ça a le mérite de nous donner une indication, comme vous voyez en bas de l'écran, le risque parodontal qui va être faible, modéré, élevé, et en fonction de ce risque, eh bien, ça va vous donner l'intervalle conseillé de maintenance, des séances de maintenance.
Donc, on s'est dit, mais pourquoi on ne le fait pas en implant? Eh bien, Lang et Ace Mayfield ont eu l'idée. Bon, c'est pas ils ont eu l'idée, c'est eux qui ont fait le truc en paro. Donc, ils ont fait évidemment la même chose en implanto. Et vous voyez, c'est tout frais. Hein, ça date de janvier 2020. Je ne sais pas pourquoi ils ont attendu autant de temps. J'aurais dû le faire à leur place. Mais on retrouve le même concept. C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes facteurs de risque, tout ce que je vous ai dit depuis le début. Et vous voyez que plus on répond oui, plus c'est important et plus on va se diriger vers le rouge, vers un risque qui va être élevé. Donc, on retrouve exactement les mêmes facteurs, les mêmes paramètres que je vous ai dit. Est-ce que la prothèse est facilement nettoyable? Est-ce que la prothèse est proche du niveau osseux, auquel cas le respect de l'espace biologique n'est pas là. Donc, vous voyez, il y a ce côté de la susceptibilité parodontale. Est-ce que donc, le patient a une parodontite sévère, modérée, agressive, on va dire, ou est-ce qu'il a eu une maladie parodontale? Parce que même si elle est stabilisée, il faut garder en mémoire qu'il a eu cette maladie, donc il a une fragilité. Voilà, donc c'est tous ces paramètres qui peuvent nous indiquer donc, le risque périimplantaire. Donc, qu'il faut faire au début. Alors, est-ce que le patient est un bon client ou au contraire, est-ce qu'il faut modifier beaucoup de choses avant qu'il devienne bon client? Et ça peut être un bon moyen de motivation. Donc, avec tout ce que je vous ai dit, j'ai envie de vous dire qu'en fait, le meilleur traitement, en tout cas la meilleure façon de limiter les complications périimplantaires, c'est surtout de les prévenir. Il va falloir vraiment mettre en œuvre plein de choses pour faciliter le suivi sur le long terme et la survie de nos implants. Ça passe, je vous le dis et encore une fois, informer le patient. Oui, vous voulez un implant, mais un implant, ce n'est pas magique. Il peut y avoir des complications beaucoup plus que sur des dents et beaucoup plus rapidement et beaucoup plus difficiles à gérer. Donc, toutes ces choses-là dont je vous ai parlé aujourd'hui sont primordiales et gérez-les en amont. C'est vraiment la meilleure des solutions et surtout une sérénité pour vous, pour votre activité, pour votre quotidien et surtout pour garder un lien de confiance avec vos patients et surtout avoir des bons taux de succès et de survie. Et ça, c'est très valorifique. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Hein. Merci de votre attention. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous mettre en non-muet, mais pour discuter, c'est l'objectif. Et moi, je vais regarder un peu la fenêtre conversée pour voir ce qu'il en est. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Chloé. D'accord. Ils sont tous partis. Non, ils sont tous là. Alors, dites-moi. Merci Chloé, c'est Romain. Je vais t'envoyer. J'ai mis toutes les questions que j'ai reprises. Je vais partager si tu veux mon écran et tu peux avoir toutes les questions. Génial. Oui, très bien. Très bien. Après, s'il faut revenir sur des diapos, je remettrai mon partage d'écran. Mais oui, vas-y. Je te laisse la main alors du coup. Voilà, très bien. Vas-y, tu as toutes les questions. Alors, existe-t-il une mémoire tissulaire chez les dentés totales de la maladie parodontale? Tissulaire, non, mais bactérienne, oui. On le sait, les bactéries peuvent être encore là. Il y a des translocations bactériennes. Donc, un patient édenté qui a eu une maladie parodontale, c'est comme si presque il avait une parodontite actuellement. C'est un patient qu'il va falloir gérer comme un patient parodontal. Ça, c'est clair. C'est plus un retour de microbiome d'avant. Apparemment, c'est plus une mémoire des bactéries. Voilà, donc très bien. Merci pour. Alors, je ne vois pas très bien. Hein. Cartagena. Donc, merci Cartagena. Alors, ensuite, que faites-vous tous les 3 mois? Tous les 3 mois, je fais ce que je vous ai dit, c'est-à-dire je nettoie. On n'entend plus. J'ai l'impression qu'on a perdu Chloé. Vous m'entendez? On a retrouvé Chloé. On a retrouvé Chloé. J'en prends ça. Je suis revenue. Moi, je ne sais pas. Alors, que faites-vous tous les 3 mois? Je fais de ma maintenance habituelle. Alors, si je vois le patient tous les 3 mois, c'est qu'il en a besoin. C'est comme la patiente que je vous ai montrée. Vous voyez tous les implants avec un parodon très fin, etc.
c'est des patients qu'il faut voir parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leur plaque à 100%, c'est une évidence. Donc, si on les voit tous les 3 mois, c'est qu'ils en ont besoin. Donc, je fais ma maintenance habituelle tous les 3 mois. Vous avez extrait la 21. C'était pour la patiente certainement qui fumait avec une parodontie. Docteur Barr, c'est qui Docteur Barr? Qui peut me Oui, parler? c'était à ce moment-là. C'était à ce moment-là quand tu as… Donc, oui, bah, la 21, ah bah oui, elle était complètement, elle partait en vrille complètement. Il y avait une alvéolise très très sévère. Oui, on n'allait pas garder cette dent. Et puis pour des raisons aussi esthétiques et de réhabilitation, ça allait être de toute manière plus facile. Mais oui, oui, on a extrait la 21. En gros, la 11 de mémoire, c'était expulsée toute seule. La 22, elle l'avait plus et donc la 21 avait complètement, c'était complètement versé. Donc en gros, on a extrait 21 et 12, je crois. Comment se déroule une maintenance de type? Bon, bah voilà, je pense que j'ai répondu. Même tarif en province. Bon, bah super, ça c'est cool. Au bout de quelques années de pose d'implant, on ne va faire que de la maintenance car plus de place pour les nouveaux. Ah, ça, voilà, j'ai pas de réponse parce que je suis dans la même situation que vous, Thierry. C'est le gros problème. C'est le gros problème du système de santé en France, c'est qu'on n'a pas d'hygiéniste. On est un peu la risée de toute l'Europe, mais alors voilà, je sais pas, alors je sais que ça se décante un petit peu, mais en tout cas oui, c'est le gros problème. On croule sous les maintenances et c'est vrai que je lance un appel pour les omnipraticiens, les cabinets de paro croulent sous les maintenances. Donc c'est vrai qu'on serait content que les omnipraticiens savent gérer les vraies maintenances, mais oui, c'est vrai que c'est un réel problème, mais il faut le faire parce que ça va être de plus en plus compliqué sinon. C'est un autre problème, celui du planning et de l'organisation. Bon, intérêt des hygiénistes, c'est le problème des hygiénistes. Bon, bah écoutez, le débat se crée sans que je le vois. Et oui, il faudrait faire bouger les choses. Gros conflit dans le choix entre embrasure très bien dégagée pour passage des brossettes, mais effet des trous noirs inesthétique et esthétique plus jolie, mais non parodontale. C'est vrai. Alors après, c'est ce que je disais, pour le secteur antérieur, bon alors là c'est un autre débat, mais les étages transmuqueux aujourd'hui sont de plus en plus élaborés pour essayer de maintenir un peu les tissus. Il faut jouer sur les points de contact, il faut jouer sur tout simplement la préservation tissulaire en amont qui est ultra importante. Après, ces effets trous noirs en postérieur sont moins gênants, mais c'est vrai que souvent les patients sont gênés par des tassements. Donc ça, c'est vraiment un jeu subtil à maintenir au niveau de la structure prothétique, je suis d'accord. Après, pour les trous noirs esthétiques, on peut, maintenant il y a l'acide hyaluronique qui peut aider, mais il faut vraiment jouer sur cet étage transmuqueux, les contours, le profil d'émergence de la prothèse, bien maintenir les tissus en amont lors de l'extraction à chaque étape, et c'est pour ça que rajouter du conjonctif à chaque étape dans les secteurs antérieurs, c'est aussi très très important pour justement éviter ces trous noirs et former les provisoires pour sculpter un petit peu cette gencive. Existe, mais bon, ça pourrait être une conférence de 2 heures. Hein. Existe-t-il des sondes numériques avec une mesure? Oui, mais après, si vous avez, oui, vous pouvez une sonde, mais après, ça peut coûter cher. Enfin, votre doigté doit être là et il faut savoir sonder de toute manière en manuel. Et le laser, tu l'utilises. Super de parler du laser. J'ai un laser au cabinet, effectivement. Alors, il a pris l'eau, mais j'en ai un à la base. Alors, je l'utilise que pour les périimplantites. J'avoue, je suis une princesse, j'ai un laser que pour ça. Mais parce qu'en parodontie, c'est vrai qu'il y a peu, on l'admet, il y a quand même peu de différence avec mon ultrason, les aides optiques, etc. Mais le laser, c'est quand même un bon pouvoir de décontamination. Jean-François, il pourra vous en parler des heures du laser, si vous voulez. Mais ça a quand même un bon pouvoir de décontamination de la surface implantaire, un effet anti-inflammatoire. Et c'est vrai qu'au niveau cicatrisation, on a vraiment des beaux résultats. Et je trouve qu'en termes de gains d'attache et de gains osseux, le laser est performant et est une belle aide.
Photothérapie dynamique, c'est quoi? Alors, la photothérapie dynamique, c'est un laser diode. En fait, on va utiliser un agent sensibilisant du bleu de toluène, je crois, qui va sensibiliser, qui va rendre la paroi bactérienne plus sensible à ce laser. Et donc, le laser va pouvoir tout de suite s'activer sur ces bactéries qui vont être plus sensibles. Donc, c'est un agent antibactérien, bactéricide important. En gros, on a le laser pour ça. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas ultra développé. Alors, c'est pour accélérer et booster. Mais c'est bien parce que j'ai des gens qui m'aident pour répondre aux questions, type ATP 38. Alors ça, je ne suis pas assez calée, je ne saurais pas vous dire. Chez Biotech, c'est l'exemple type. Faites-vous un devis détaillé pour la maintenance? Alors, mon devis détaillé pour la maintenance, je mets systématiquement un détartrage HB, GB 0,023, je crois, donc à 28,92 €. Et je complète, donc je vous avais dit que ma séance était à 150 €. Je complète donc les 121 € restants par le bilan parodontal, en gros. Voilà, c'est ce que. Donc, mon devis, c'est ça, c'est détartrage plus bilan parodontal. Voilà. Quel est votre protocole chirurgical? Ah, alors par rapport au traitement des périimplantites, j'imagine. User? Allô? Bon, je pense que c'est. Oui. Oui, c'est ça. C'est le protocole chirurgical pour les périimplantites. Eh bien, c'est très simple. C'est ce que je vous avais dit. Le challenge, ça va être la décontamination de la surface implantaire. L'objectif, c'est d'accéder à cette surface, évidemment, d'enlever tout ce qui est tissu de granulation. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je vais vous dire certainement. Éliminer le tissu de granulation, bien nettoyer la lésion. Donc, à ce moment-là, j'utilise les instruments que je vous ai montrés. Je vais donc utiliser, je vais faire une décontamination par laser. Et ensuite, je vais décontaminer aussi à la bétadine. Et enfin, je vais utiliser du BIOS, membrane ou pas. Et voilà. Et je retire les points en général à 10 jours en général. Et je fais un suivi très rigoureux en post-op. Est-ce que vous déspiralez? Alors non, mais on peut le faire. Effectivement, c'est une technique qui montre ses preuves. Effectivement, c'est Jean-Louis Giovanoli qui le fait pas mal. Il y a un très bel article de Philippe Cayette qui est sorti aussi par rapport à ça. Ça peut être vraiment une belle alternative pour des situations très compliquées ou avec justement pas mal de facteurs de risque où on a justement un environnement très défavorable. Après, moi, je ne le fais pas. Il y a des fraises, je sais, spécialisées pour ça, Comet en fait, mais c'est prometteur. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est très inesthétique, donc vous allez plutôt le réserver pour les secteurs postérieurs. Mais personnellement, je ne le fais pas, donc je ne vais pas pouvoir étayer plus, mais c'est une belle promesse. Après, faut le vouloir, hein. Faut vraiment discuter avec le patient parce que déjà, les patients sont vraiment embêtés après les chirurgies quand il y a quand même malgré tout un affaissement tissulaire. Alors là, bon, c'est un peu plus compliqué. Voilà, Moi, j'ai remarqué, ouais, juste petit partage d'expérience, j'ai remarqué qu'il y avait une nette différence quand même de cicatrisation sur une surface déspiralée. En mieux, vous voulez dire? Ah oui, vraiment. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Voilà, ça revient toujours sur cette décontamination de l'implant. C'est notre gros problème, hein. C'est clair que ces spires, c'est jamais décontaminé à 100%. Donc, c'est pour ça qu'on essaie. Et les cette surface rugueuse. Exactement, oui, avec des surfaces rugueuses, oui, bien entendu. Alors, et là, il semble qu'il va y avoir vraiment un travail là-dessus par rapport au labo, etc., qui vont essayer de mixer, faire des implants hybrides, etc. Voilà, après, c'est sûr que oui, c'est quand on déspiralise, bah oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à nettoyer, beaucoup plus facile à contrôler. Ça, je suis d'accord avec vous. Ouais, pour moi, il y a vraiment eu un avant et un après dans la prise en charge des périimplantites. Donc, vous le faites systématiquement, ça veut dire? Oui, maintenant c'est systématique. Je trouve qu'il y a une vraie différence et que c'est toujours dans le bon sens. D'accord. Par contre, c'est pas facile. Aller dispiraler en lingual, c'est souvent impossible. Donc, oui, c'est très compliqué. Mais ça aide toujours. Ouais, non, c'est une bonne remarque, c'est vrai. Tac. Après extraction de 21 et 12, prothèse dento-dentaire ou as-tu une radio panoramique pré- et post-traitement? Je pense que c'est pour la patiente qui avait une parodontite très, très sévère. Olivier Fréniac?
Bon, je pense que c'est pour ça. Alors non, c'était vraiment... Ah non, je sais pas. Si, c'est pour cette patiente, je pense. C'était des Il a prothèses... dit oui. Oui, d'accord. En gros, il y avait un implant sur 11 et 21 et 12 et 22 étaient en extension. Voilà. Il n'y avait pas du tout S'il y avait quand même une parodontite très sévère, je ne voulais pas faire de prothèse dento-dentaire. Voilà, ce n'était pas l'idée. Mais on a quand même donc limité, comme je vous disais, en termes de stratégie, limiter le nombre d'implants. Je pense que c'est aussi une bonne solution pour justement limiter la probabilité de complications. As-tu une radio panoramique pré- et post-réunion? Et non, je suis avec confinement et j'ai des problèmes informatiques. Non, j'ai pas. Désolée. Mais promis, un jour, je vous remontrerai ça. Alors, pouvez-vous revenir sur comment faire un apport de tissu kératiné prélèvement palatin comme pour une GEC? Alors, ça, pas de souci. Alors, apport de tissu kératinisé, là, ça va être plutôt des greffes épithélo-conjonctives, greffe gingivale libre. Alors après, bon, c'est un autre débat, hein, les prélèvements. Marie-Amélie, est-ce que vous pouvez m'étayer un peu votre question? Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Est-ce qu'elle m'entend? N'hésitez pas à mettre votre micro, hein, Marie-Émilie, pour mettre votre Mais où, question. Marie-Amélie? Mais ouais, il y a trop de monde, là, j'arrive pas à avoir... Finalement, pour vous, le trauma occlusal éventuel n'est pas une étiologie de pays. J'avance, mais Marie-Amélie, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous vouliez savoir exactement. Est-ce que c'est vaste comme question? C'est au niveau du prélèvement ou... Je la vois pas. Bon, je continue. Romain, tu essayes de trouver... Ah, comment faire l'apport de TK? Prélèvement, oui. Eh bien, en fait, un prélèvement, c'est un prélèvement d'épithéliaux conjonctifs. Alors, est-ce que j'ai une vidéo? Alors, je vais essayer de... Je réfléchis à où est-ce que j'ai une vidéo de ça, dans quel support. Alors, du coup, je vais peut-être partager moi l'écran. Romain, est-ce que tu... Tu as récupéré l'écran. J'ai récupéré Normalement. l'écran? Ok. Génial. Cela arrêtera les... Oui. Je vais essayer de vous trouver ça. Alors, attendez. Prélèvement. Excusez-moi, du coup, je cherche. Là, j'ai enveloppe. Ouais, j'avais fait un... Vous êtes sur mon... Non, attendez. Je regarde mon compte Amélie, n'est-ce pas? Alors, tac, tac, tac. Excusez-moi, du coup, je suis un peu paumée. Ça. Je ne sais pas si j'ai le prélèvement là. On va voir. Ça, c'est la chirurgie que vous avez vue, que je vous ai montrée. Est-ce que je peux l'avancer? Ouais, je peux l'avancer. Voilà. Donc, le prélèvement. Donc, après avoir mesuré ça va arriver. Après avoir mesuré donc votre lit receveur, vous allez pouvoir reporter ces valeurs. Ça arrive. Voilà, ces valeurs sur votre palais et donc prélever votre épithélio conjonctif. Alors, ça passe par 4 incisions, hein, comme un rectangle ou un trapèze en fonction de votre lit receveur. Ces incisions sont strictement perpendiculaires à la surface osseuse et c'est là où vous voyez, là, je mets ma lame parallèle, hein, au plan osseux pour justement détacher ce greffon. Donc, l'idée pour les implants, c'est quand même d'avoir un greffon épais. Autant autour des dents, on va aller sur du 1 mm. Là, je voulais rappeler, il nous faut 3 mm d'épaisseur, donc on a des greffons. Oui, je t'arrête 2 secondes, mais on n'a pas du tout la vidéo que tu commentes. Ah mince, comment c'est possible? On a toujours ton écran et tu n'as pas sélectionné la vidéo. Ah bon? Je pense là, que tu dois vous changer. voyez ou pas? On voit ton dossier qui note. Ah bon?
Vérifie que tu as bien partagé tout l'écran et pas juste une fenêtre. Et comment on regarde ça? Dans partage d'écran en bas. Bah, en fait, je suis en partage d'écran. Là, il me demande arrêter de partager. Alors, attends, j'arrête de partager. Est-ce que là, vous voyez quelque chose? Super, impeccable. Là, Voilà. c'est parfait. Génial. Merci Alors, Chloé. attendez, du coup, j'avance. Je me la refais. C'est drôle, on innove là. On apprend. Alors, donc l'idée, on a pris les mesures, c'est ce que je vous disais. Donc voici nos 4 incisions qui sont perpendiculaires donc au plan osseux. Je ne suis pas forcément au contact osseux. Si ça vous rassure, vous pouvez l'être, mais l'idée, c'est quand même de ne pas laisser l'os à nu. Il faut quand même laisser du tissu conjonctif, mais vous pouvez démarrer par des incisions au contact osseux. Et ici, donc, individualiser votre greffon en termes d'épaisseur. Donc, c'est ce que je disais, il faut des greffons épais en implantologie. Donc là, on évolue de manière assez homogène avec une lame donc parallèle à la surface osseuse. Vous avez pu constater que j'avais croisé mes incisions. C'est plus facile, c'est une petite astuce, hein, c'est pas du tout obligatoire, mais c'est plus facile pour décoller en fait, pour prélever le greffon vis-à-vis des angles. Alors, voilà, là, on voit par rapport au travail de l'assistante, c'est très important qu'elle ne soit pas très loin pour justement aider à la visibilité. Et voilà, on dissèque au fur et à mesure, on évolue de plus en plus. Donc voilà, hop, c'est reparti, il faut réaspirer. Mais c'est vrai que vers la fin, quand le greffon est presque prélevé, c'est très important quand même que l'assistante se fasse gaffe de ne pas aspirer le greffon et vous de bien le tenir, bien évidemment. Voilà, donc ça, ce type de prélèvement, vous voyez, c'est des prélèvements qui sont faciles à faire. Bon, là, je ne vais pas vous mentir, je ne voyais rien. La patiente n'ouvrait pas la bouche, c'était une cata. Mais voilà, c'est vraiment des prélèvements qui sont vraiment faciles à faire. Il n'y a pas d'enjeu vraiment important et il y a surtout peu de risques hémorragiques. Hein, l'artère palatine, elle est quand même beaucoup plus profonde. On est sur quelque chose de plus superficiel dans le prélèvement épithélo-conjonctif. Donc, en plus de ça, vous n'avez même pas la crainte de l'hémorragie. Et aussi, l'avantage du prélèvement épithélio-conjonctif, donc bah, voilà, ça c'est le cas où vous voyez faire les sutures. Le prélèvement épithélio-conjonctif peut être très très long, peut aller jusqu'en palatin de l'ascète, parce que vraiment, la gouttière palatine, elle est vraiment loin et elle vous permet d'aller vraiment très très loin en termes de longueur du greffon. Par contre, en hauteur, évidemment, on est limité, mais en longueur, l'épithélo-conjonctif est très bien. Voilà. Marie-Amélie, c'est bon ou pas pour vous? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, mais il faudrait monter le son. Vite fait, je vous entends. Je dis oui, c'était très bien. Par contre, du coup, quand on fait l'apport du greffon, il faut désépithélialiser avant, c'est ça au niveau Alors, tout dépend. Par exemple, oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Par exemple, ici, où je fais une greffe épithélio-conjonctive, là, je ne désépithélialise pas parce qu'il n'y a pas du tout de tissu kératinisé. Il faut que j'en recrée. Par contre, vous avez du tissu, mais que vous voulez épaissir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, vous voulez épaissir, donc vous voulez que du conjonctif. Donc là, vous faites le même prélèvement. Vous pouvez faire effectivement le même prélèvement et bien désépithéliser en surface. C'est très important d'avoir des aides optiques parce que c'est compliqué de désépithéliser parce qu'il y a des études qui ont montré qu'on laisse tout le temps à 80% des résidus épithéliaux. Donc, c'est très important de faire avec des aides optiques et de prévoir un peu large dans la désépithélialisation. Et aussi la petite astuce, parce que du fait qu'il reste ces petites cellules épithéliales, vous pouvez avoir plusieurs années plus tard une cicatrice au niveau du site greffé qui va être un peu comme les greffes épithélo-conjonctives, cet effet un peu rustine, fibreux qui n'est pas très très beau. Donc dans ces cas-là, la face que vous avez désépithélialisée, vous la mettez contre l'implant. Vous retournez votre greffon pour n'avoir que le conjonctif, vraiment du vrai conjonctif en regard de votre lambeau. C'est clair ou pas ce que je viens de dire? Oui. Merci. Bah, de rien. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas habitués à prélever, l'épithélo-conjonctif, c'est vraiment hyper sécure, quoi. Donc, c'est pour ça, pareil, la tubérosité, s'il y a la possibilité de prélever, c'est vraiment des prélèvements très basiques. Et d'ailleurs, je pourrais vous montrer
un prélèvement de tubérositaire où là, il faut réaménager un petit peu le conjonctif parce que ça a une forme un peu triangulaire, donc il faut le réadapter pour faire un rectangle et pouvoir le greffer, quoi. Donc ça, c'est vraiment, il ne faut pas vous en priver, il faut le faire, quoi. C'est facile. Voilà. Romain, est-ce que tu veux me refaire partager les questions ou... Je peux te remettre les questions si tu veux. Hop. Il en restait quelques-unes. Alors, Finalement, pour vous, le trauma occlusal éventuel n'est pas une étiologie. Non, ça a été démontré. À la limite, ça peut être une cause de désostéo-intégration et encore. Mais il s'avère que le trauma occlusal, là, les dernières études montrent que c'est pas ça qui va faire votre étiologie, votre périimplantite. Ça va peut-être accentuer un petit peu, surtout sur un terrain très très inflammatoire, mais c'est pas parce qu'il y a un trauma occlusal que vous allez avoir une périimplantite. Ça peut l'aggraver, mais ça peut pas le créer. Alors, et les critères de l'extraction d'un implant, perte osseuse, mobilité, les deux ou seulement la mobilité Je dirais les deux, mon colonel. Parce qu'à un moment donné, la mobilité évidemment, la perte d'os, à un moment donné, quand c'est plus maintenable, c'est plus maintenable. Quand on a potentiellement déjà essayé de traiter, que ça n'a pas marché, c'est ça aussi, c'est que des fois ça marche pas, on va pas se mentir. Perte d'os, quand il y a trop de perte d'os, l'idée c'est de limiter justement une perte supplémentaire. Si on peut tenter de reposer un implant, c'est toujours mieux. Avez-vous utilisé le galvosurge pour décontaminer les implants atteints? Ah non, je ne connais pas le galvosurge, Elisabeth. Est-ce que quelqu'un connaît le galvosurge? Un recul dessus. Alors après, un implant pour 4 incisives maxillaires. Non, il y avait 2 implants pour 4 incisives. C'est quoi le petit grillage que tu as mis en palatin? C'est du Surgicel. C'est du Surgicel, c'est pour limiter, parce qu'on est quand même sur une plaie, vraiment une cicatrisation de deuxième intention. Il peut y avoir des petites hémorragies post-op au niveau de la plaie sans gravité, mais voilà. Donc ça aide à éviter ça. Voilà. Et est-ce qu'on met une plaque de protection palatine comme Tout à fait. Tout à fait. Alors, très bonne question. Effectivement, alors, voilà, j'ai pas pu parler de tout ça, c'était plein de sujets en même temps. Faudra refaire un webinaire tissu mou. Effectivement, pendant très longtemps, j'utilisais le Coepac, ce fameux pansement, mais qui n'est pas terrible parce qu'il part vite et en douleur post-opératoire, c'est catastrophique. Enfin, voilà, sitôt qu'il n'y a pas de protection, c'est très douloureux. Donc, c'est pour ça que la plaque palatine est très, très intéressante parce que ça permet de protéger le site et ça a un apport de confort très intéressant pour le patient et j'ai plus de soucis d'ailleurs par rapport à ça. Le seul truc, c'est que voilà, c'est inconfortable pour manger parce que c'est comme une gouttière, donc c'est un corps étranger, donc les patients n'aiment pas trop pour manger, mais finalement, entre avoir très mal et manger difficilement, ils préfèrent manger difficilement. Moi, je leur dis juste de la garder pendant 24 heures, de ne pas l'enlever après mon intervention, parce que voilà, le fait de l'enlever, ça peut créer des saignements. Je leur donne toujours une ampoule d'Hexacil pour chez eux, au cas où, avec des compresses. Et puis voilà. Mais oui, plaque palatine. Alors, c'est en surplus, évidemment, de la greffe, mais ils regrettent très, très, très rarement. Donc, oui, je suis d'accord avec Jean-François Herbium Yag. Moins d'échauffement. Bon, Jean-François, je pense que je ne vais pas reprendre ce que tu dis. Mais effectivement, c'est l'herbium YAG qu'il va falloir privilégier. Faut-il déposer les prothèses avant la décontamination? Alors, il est toujours mieux de déposer la prothèse avant un accès chirurgical par la périimplantite. Après, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais si vous pouvez, iPhone Serror, c'est mieux. Ouais. Harry, parce qu'en plus, ça permet aussi, si le patient est d'accord, ça permet aussi parfois d'enfouir d'enfouir les implants, s'il y a des membranes, etc. C'est plus facile en termes de technicité. Arrivez-vous à avoir des gains osseux, que ce soit après débridage ou technique type ROG ou juste à but de stabiliser comme la parodontite? Arrivez-vous à avoir des gains osseux, que ce soit après débridage ou technique type ROG ou juste à but de stabiliser? Bah oui, on y arrive.
Ouais, on y arrive. Alors, juste nettoyer, ça peut, mais bon, on ne va pas se priver de mettre un comblement osseux pour favoriser la recolonisation des cellules osseuses. Après la membrane, l'utilisation de la membrane, donc faire des techniques ROG, ça dépend de la morphologie de votre lésion. Si effectivement le biomatériau ne peut pas être maintenu, oui, il faut mettre une membrane. Et c'est là où déposer la couronne, c'est quand même beaucoup plus facile, hein, parce que sinon il faut sculpter la membrane, etc. Ou juste à but de stabiliser, comme la parodontite. On essaye toujours de gagner de l'os autour de l'implant. Je pense que voilà, c'est très très important parce que stabiliser une périimplantite comme une parodontite sans un accès chir, on l'a vu, on n'arrive pas à guérir de ça et c'est beaucoup moins facile à gérer. Déjà en traitant, c'est moins facile. Alors si on ne traite pas, enfin, si on ne comble pas, ça ne va pas le faire. Devis plaque palatine, plus prélèvement, plus pose. Je savais en disant qu'il y avait en surplus. Alors moi, je suis très honnête, hein, ma plaque palatine, elle est à 120 €. Ma greffe, hein, alors là, actuellement, elle est à 620, on va l'augmenter un peu, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'était 620, confinement oblige. Non, je rigole. Donc 620 € la greffe, plus 120 € la plaque palatine. Et en fait, la plaque palatine, il n'y a pas de code. J'ai cherché, il n'y a pas de code pour ça. Donc, en fait, alors, la membrane, j'utilise de la Biogaim. Le code, c'est le bilan parodontal. C'est un fourre-tout, ce bilan parodontal. Mais voilà, je mets bilan parodontal, empreinte plaque palatine. Voilà, sur mon devis. Et donc, la plaque palatine, en fonction de votre prothésiste, je fais l'empreinte une semaine avant. Et en même temps, je fais un petit détartrage. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai fini? J'ai l'impression. Tu avais une dernière question. Quelle membrane est-ce que tu utilises? La Bioguide, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Je vous remercie. Oh, c'est gentil, merci. Quand on... Tu as plein de remerciements sur le chat. Tu pourras regarder. Ouais, je regarderai mes fans. Quand on a posé soi-même l'implant, le traitement d'une périimplantite fait-il partie du SAV gratuit ou peut-on facturer? Ça dépend de quand. Après, c'est sûr que oui, si ça arrive 2 ans après, 3 ans après, c'est plus trop du SAV quand même. Existe-t-il des membranes, surtout si vous avez fait de la maintenance, je dirais, parce que voilà, au moins vous n'aurez rien à vous reprocher et voilà. Ouh là là, ça va beaucoup trop vite. Merci, vous êtes adorable, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors attendez, il y avait une autre question. Existe-t-il des membranes épithéloconjonctives en vente? Pour les greffons épithéloconjonctifs, j'imagine. Oui, il y a le Mucograft que je n'utilise pas du tout, donc j'ai pas de recul dessus. Il y a des gens qui disent que ça marche super bien, d'autres moins bien. Ça peut avoir une utilité si effectivement on a peur de prélever ou si en termes d'épaisseur, le palais ne présente pas assez de tissu. Donc oui, le Mucograft peut être une alternative. Voilà. Comme le FibroGuide aussi pour les conjonctifs. Là, le FibroGuide, il faut l'enfouir. Voilà. Je regarde. Comment se présente la plaque? Quel type de fil? Attendez. Restez Covid positif. Je vais me marrer en fait après surtout. Alors, tac, donc non, il n'y a que des merci. Okay. Quel type de fil? Alors, au palais, j'utilise du fil tressé 4.0. On n'a pas besoin d'un truc hyper précis. Après, pour tout ce qui est mes greffes, j'utilise du 6.0, du Prolène chez Thibond. Voilà. En gros, c'est du monofilament et du 6.0. 5.0 pour les épithéloconjonctifs à la limite, mais 6.0 pour les conjonctifs et monofilament parce que ça ne retient absolument pas la plaque dentaire. Vous les revoyez 10 jours après, c'est comme si vous veniez de poser le fil. Ils sont un peu chers, je vous l'accorde, mais vraiment, ils sont très, très intéressants. Le seul X, c'est qu'ils sont un peu chiants à manipuler, ils se torsadent et tout, on fait facilement des nœuds. Donc, l'assistante peut bien aider là-dessus. Et ils sont assez durs, donc ils peuvent créer des aftes, donc il faut les couper très longs. J'ai eu des galères avec ça, donc c'est pour ça que je vous fais participer. Comment se présente la plaque? Je vais vous le montrer. Merci, banana. Je n'ai même pas dormi. Super, cool. C'est pour ça que vous vous cachez tous derrière vos ordis, là. Je voyais personne. C'est vrai, honteux, une conférence post-mondiale.
Ça change hein, le confinement. Fais-tu de l'ETP? Fais-tu de l'ETP? Ah, Sylvie, évidemment. Bon, ne réponds pas, mais je vais t'inviter au prochain site. Oui, ça marche. Avec plaisir. Comment maintenir les patients motivés à revenir à la maintenance? Gardez le sourire, motivez-les. Non, non, mais sans déconner, c'est vraiment la relation avec eux qui va être importante. Moi, je vois, je fais presque partie de leur famille, quoi. Ils me racontent toute leur vie. Donc, c'est le lien que vous avez. Et en tant que praticien, c'est encore mieux. C'est encore plus facile, je dirais. C'est vraiment les motiver et me leur montrer que vous vous battez autant qu'eux pour leur maladie parodontale ou périimplantaire. Alors, je vais vous montrer donc la plaque. Quelle ordonnance après un prélèvement? Je vais vous montrer en même temps. Ça fait partie de… tac, tac, tac. Du coup, il va falloir que je change de… Pour la plaque palatine, c'est très simple. C'est comme une petite gouttière. Vous voyez, les orthos, ils font ça tous les jours. C'est comme des Invisalign en assez dur. Il faut que ce soit vraiment rigide parce qu'il faut qu'il y ait un aspect compressif. Alors, attendez. Excusez-moi si j'essaye de répondre à tout le monde. Du coup, c'est quoi ça? C'est ça. Non, non, excusez-moi, je ne sais plus, je m'embrouille. Alors, la plaque palatine, elle va être par là, voilà. Donc ça, c'est une plaque palatine, donc rigide, et il faut qu'elle soit compressive en regard du prélèvement. Même parfois, certains auteurs préconisent quand vous avez une hémorragie pendant l'intervention, quand vraiment ça saigne, pas parce que vous avez pris l'artère, mais parfois ça saigne pas mal. On voit pas la On ne vidéo. voit pas comme Ah tout à l'heure. mince, ouais, ouais, ça fait comme tout à l'heure. Excusez-moi. C'est mieux là? Oui. Bon. Oui. Parfait. Nickel. Donc en fait, très compressif, donc ici ou ici, en fonction de votre prélèvement. Et il y a des auteurs qui préconisent même de mettre du composite pour rajouter un effet compressif si pendant l'intervention, vous voyez qu'il y a un saignement qui perdure et voilà. Et que, bon, moi, pendant l'intervention, je peux rajouter de l'anesthésiant, il ne faut pas se priver. Je comprime avec de l'Exasy, je fais des grosses compressions, mais je fais des prélèvements épithélo-conjonctifs chez des patients qui sont sous anticoagulants. Ça ne pose pas de problème. Il faut juste bien leur expliquer, leur donner votre numéro de téléphone si besoin pour vraiment voilà, parer à toute complication. Ils ont l'Exacil avec eux sur l'ordonnance, donc je vais vous montrer l'ordonnance. Mais voilà, il faut parer à tout, mais ça se fait même chez des patients sous anticoagulants, il n'y a aucun souci. Mais il faut cet aspect compressif. Alors, ensuite, l'ordonnance. Alors, il faut juste que je me rappelle où c'est. Je pense que c'est là. Vous voyez là ou pas? Non, Chloé. Non? Non, on ne voit pas. Ah, c'est marrant, ça fait… en fait, il faut que je le fasse 2 fois. C'est bizarre. C'est mieux? Oui. Là, on voit ton écran, ouais. C'est bon. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour la greffe gingivale libre. Donc, vous allez noter… En fait, d'abord, je vais vous montrer le conjonctif enfoui, où là, je mets une antibiothérapie. Allez-y, prenez en photo, hein, je sais pas. Et vous voyez, donc, on est sur du Soluprette. Enfin, c'est quelque chose d'assez basique. Hein. Et l'Hexacil, qui est toujours là, au cas où. Que je leur donne en main propre une ampoule avant qu'ils partent. Et je leur mets aussi sur l'ordonnance s'ils ont besoin d'en racheter. Et donc, pour l'épithélio… C'est bon, je peux partir? Oui. Voilà. Pour l'épithélio-conjonctive, c'est exactement pareil, sauf que j'enlève l'amoxicilline. Et si la personne n'a pas voulu de plaque palatine, il y a possibilité de donner du Dinexan. Ça peut aider. C'est pas magique, mais ça peut aider. Ça photographie. Et voici les conseils post-opératoires, tant qu'à faire, parce que ça, c'est presque ce qui est le plus important en chirurgie mucogingivale. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est à droite, c'est proscription de proscrire toute chaleur, j'en perds mes mots, toute chaleur excessive, donc ils mangent, mais vraiment tiède, froid. Pas de brossage, bien évidemment. De toute manière, si vous posez un implant, ça va en même temps que les conseils de la chirurgie implantaire. Comme il y a des fils très très fins et que c'est vraiment ça qui fait que la greffe va prendre, il ne faut absolument pas tirer la lèvre, c'est-à-dire que
Le patient, il ne va pas regarder, surtout qu'en plus, c'est très moche au début, donc ça va lui faire peur. Donc, ça ne sert à rien qu'il aille regarder. Il ne va pas montrer aux copains, à son mari, à sa femme. Et en termes d'alimentation, on reste sur une alimentation vraiment semi-molle, quoi. Vraiment en mode bébé, quoi. On est sur des aliments faciles à manger. Mais bon, après, je pense que c'est un peu les mêmes conseils que vous avez donnés après une chirurgie implantaire. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, un webinaire sur la chirurgie muco. Bon, d'accord, ok, si vous êtes gentil, on verra. Non, ça fera un invité. Ok. Tu arrêtes 3 jours avant. Non, j'arrête rien du tout. J'arrête rien du tout. Très belle présentation, merci. Pourriez-vous nous proposer une présentation sur les lambeaux apicalisés et prélèvements érectifs de bon, d'accord. Bon, bah écoutez, je crois j'ai du boulot encore les prochaines semaines. Ce sera avec plaisir, oui, on va voir, oui, on va voir. Mais effectivement, là, je ne pouvais pas tout faire. Mais avec plaisir, ça peut être une bonne idée, effectivement. Surtout que c'est un peu tout près, hein, donc je pourrais la faire facilement. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Hop. N'hésitez pas à poser vos questions en direct, là, en Oui, réactivant oui, hein. votre micro. Ne soyez pas timide. Hein. Bon, en tout cas, c'est super. Tout le monde est resté. Personne n'est parti en cours. J'ai pas pu contrôler, bien évidemment, mais bon, Bravo, Chloé. Tu étais en Bravo. direct aussi sur Facebook et tu avais plein de monde aussi qui t'ont suivi. Donc, bravo. Hein. Très sympa. Bravo. Bah, écoutez, c'était une première expérimentation, je dirais. Le prochain, c'est toi, Romain, la semaine prochaine? C'est moi la semaine prochaine. Allez, Ce sera de l'odontologie pédiatrique la semaine prochaine, mais j'essaierai de faire aussi bien que toi. Et bien sûr, j'attends qu'il y ait autant de monde, même si ce n'est pas votre sujet de prédilection, l'odontologie pédiatrique. Mais je tâcherai de vous faire aimer ça, en tout cas, autant que la chirurgie, là où moi j'étais passionné, en tout cas. Bon, bah, c'est adorable. Et non, on sera tous là pour t'épauler et pour te voir, Romain. Il n'y a aucun souci, compte sur nous. Bon, bah, merci à tous. Retournez à votre... Merci Jean-François. Bon, bah, retournez à votre yoga, à vos cours de cuisine et aux devoirs de vos enfants. C'était la petite intermède du jour. Bon confinement à tous. Merci de votre attention et à très vite. Allez, au revoir. C'est la semaine prochaine, ouais. C'est la semaine prochaine, mercredi prochain. Attendez, il y a des questions, excusez-moi. En fait, oui, c'est tous les mercredis, je crois, Romain. C'est ça, c'est mercredi prochain à moi. La semaine d'après, le mercredi d'après, ce sera Mathilde Jalado. Et le mercredi encore après, c'est Jean-François Chouraki. On essaye tous les mercredis, la SOP, comme ça, d'organiser des webinars pour essayer de vous passionner autant que nous pendant ce confinement et avoir plaisir de retourner travailler après. Bah voilà, histoire qu'on ne perd pas de rythme. Hein. Attends. Bon, bah écoutez, super. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec la SOP, évidemment. Allez, salut à tous.